Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce journal. La pluie et son lot de désolation. Après Oudalaye, dans les communes de Gandou et Gandiol, des milliers de tas de sel ont été emportés par les fortes précipitations. Des pertes estimées à plus de 200 tonnes. Vers la paralysie du secteur du Trésor, le syndicat unique des travailleurs du Trésor brandit la menace. Situation précaire, insécurité sur les postes comptables, léthargie ambiante. Ils ont listé leurs doléances. Pendant ce temps, à Ziguinchor, les acteurs de la santé sont descendus dans les rues pour réclamer, entre autres, le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire. Le parachèvement de la réforme judiciaire au Conseil constitutionnel acté. Bousso Diaofal et Seydou Nouroutal ont prêté serment ce jeudi, portant à 7 le nombre de sages. Le lycée Limamoulaye en tête du classement du concours général. Sami Devisian Ombanza du Prytanée militaire meilleur élève. Les résultats ont été proclamés ce matin par le ministre de l'Éducation. Et puis ouverture ce matin du salon de l'habitat initié par GFM Entertainment et Jainaba Seydouba. Le PDG du groupe Futur Média Youssou N'Dour magnifie à l'initiative, vous l'entendrez dans ce journal. Voilà le sommaire de cette édition. Et puis on n'oublie pas l'invité du 20h. Il s'agit de Baba Tandian, imprimeur et ancien président de la Fédération sénégalaise de basketball. Il sera avec Antoine Diouf. Bienvenue à toutes et à tous. Direction Oudalaye pour y retrouver Ali Bandelnian. Ali Bandel, bonsoir. Bonsoir, Ferfiane. Le ministre de l'Intérieur attendu hier, finalement, est arrivé aujourd'hui sur les lieux. Oui, Abdoulaye Daouda Diallo, en compagnie des ministres en charge des inondations et de la solidarité nationale, sont donc venus à bord d'un hélicoptère. Première étape, l'aérodrome de Ourossogui, où ils sont repartis tout de suite avec le gouverneur et le président du conseil départemental de Ranérou-Ferlo. Abdoulaye Daouda Diallo, donc, venu apporter les condoléances, le soutien du président de la République, Macky Sall, qui a donc demandé de venir donc assister ces populations attristées par la mort de ces 5 personnes à Oudalaye il y a moins de 4 jours. Le ministre de l'Intérieur a également fait des annonces de nouvelles routes pour désenclaver toutes les communes qui forment le département de Kanel. Il s'agit des communes de Louguéré-Thioli, de Vélingara et même de Oudalaye. Après donc, le ministre des Inondations a également lui aussi fait part de toutes les dispositions qui ont été prises pour renforcer les capacités d'action et de réaction du comité régional de lutte contre les inondations présidé par le gouverneur. Abdoulaye Daouda Diallo, donc, qui a tiré le chapeau pour les éléments des sapeurs-pompiers, les éléments des du service des eaux et forêts, mais également les forces de la gendarmerie qui étaient à Oudalaye dès après donc le drame donc qui a coûté la vie à ces 5 personnes. Il faut dire donc, cher Tidiane, aujourd'hui il y avait la tristesse, l'émoi au niveau de Oudalaye, mais le grand marabout de la localité, par la voix de son porte-parole, a remis tout dans l'ordre normal des choses et aussi relevant de la volonté divine, cher Tidiane. Merci à vous, Ali Bandelnian. Et puis le parti de la réforme se joint à la chaîne de solidarité aux populations sinistrées de Oudalaye. Son secrétaire politique national, Amadou Diallo, invite en outre le gouvernement à accélérer les projets du PUDC pour éviter de pareilles catastrophes. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Cheranta Diop et Seila Tia. Oudalaye, pour quelqu'un qui ne sait pas, représente un foyer religieux extrêmement important dans le département de Ranérou. De sorte que Oudalaye, si Oudalaye est frappé, c'est toute la communauté musulmane qui est frappée. Et nous voulons présenter à cet effet nos condoléances les plus attristées, les condoléances donc de la population du département de Ranérou. Je voudrais également saluer l'action que le président de la République, son Excellence Macky Sall, a entreprise dès qu'il a été informé de la situation. Il regarde au niveau déplorable de cette situation. Nous avons essayé de faire ce qu'on a pu. Et donc, par rapport à ça, je lance un appel solennel à toutes les populations du département de Ranérou pour qu'il y ait une chaîne de solidarité à destination de Oudalaye. C'est tout l'intérêt, d'ailleurs, je rebondis, c'est tout l'intérêt que le PUDC aujourd'hui accorde justement au désenclavement du Sénégal. Compte tenu du niveau d'enclavement du département de Ranérou, de demander au gouvernement du Sénégal de faire en sorte que le processus de construction des routes et des pistes
puisse être accélérée. Puis 2 milliards de francs CFA prévus pour lutter contre les inondations. Le ministre du Renouveau urbain et du cadre de vie juge le montant suffisant. Il rappelle que le plan décennal de lutte contre les inondations dont le budget est de 700 milliards de francs CFA est en cours d'exécution. Diène Farbassar, que je propose d'écouter, il est interrogé par Alassane Ba et Modou Diop. C'est vrai que 2 milliards, parce que un plan décennal. Les 2 milliards vont suffire pour les inondations. Vous savez, il y a un plan décennal où le budget est de 700 milliards de francs CFA. Nous sommes en exécution de 30 à 35%. À Diourbel déjà, nous avons construit des stations de pompage. À Bambey également pour 2 milliards de francs CFA. À Touba, nous sommes à 7 milliards de francs CFA. Dakar, 30, 40, voire 50 milliards dans la banlieue. À Kaolack, nous avons fait des projections. Kaffrine aussi. Tout cela, ce sont les grands investissements. La matrice d'action prioritaire va maintenant accompagner le plan décennal et après les 10 ans, la MAP ne va plus exister parce qu'on aura tout couvert. Actuellement, il y a ce que l'on appelle des inondations résiduelles et nous faisons de l'assainissement compensatoire en construisant des bassins de rétention, des bassins de dissipation, des digues de protection, des ralentisseurs de crues. Des digues de protection, des ralentisseurs de crues, nous avec la MAP. Après les communes de Gando et de Gandiol, la pré-pluie face aux dégâts, des milliers de tas de sel sont emportés par les eaux pluviales. Les populations qui sont dans le désarroi craignent des pertes estimées à plus de 200 tonnes. Les précisions avec nos correspondants sur place, Ousseynou Diop et Habib Sek. Dans les communes de Gandon et du Gandiolé, localité première productrice du sel au Sénégal, les fortes pluies des dernières 48 heures ont occasionné beaucoup de dégâts. Ces précipitations ont fait trembler certaines populations des villages de Bekar, Ngaï, Gandon, Lebar et Ndieben Toubé. Les fortes pluies inattendues ont presque tout emporté. Les charretiers se précipitent pour évacuer le produit face à l'impuissance des braves femmes qui ont presque tout investi pour la récolte. Regardez ici, les tas de sel ont été emportés par les eaux de pluie. Le fleuve a débordé à cause des précipitations. L'année dernière, on était à près de 4000 tonnes, mais cette année, c'est sûr qu'on aura moins de 2000. Du moins 3500 au maximum 4000 tonnes. Cette année, les rendements seront aussi revus à la baisse à cause des dégâts occasionnés par les pluies. Les pluies ont occasionné plusieurs dégâts et nous ne pouvons plus transporter le sel. Il faut des charrettes pour assurer le transport. On paye plus de 50 000 pour transporter le produit. C'est très coûteux pour les femmes. Ces dégâts vont aussi provoquer la baisse du prix du kilogramme de sel déjà récolté et des pertes estimées à plus de 100 millions de francs CFA. Si quelqu'un me paye 50 francs, je suis prête à lui vendre un sac de sel. Aujourd'hui, si nous ne vendons pas le sel, on risque de tout perdre. On dit qu'il y a près de 60 millions de pertes, mais c'est faux. Les dégâts sont estimés à plus de 100 millions de francs CFA. Nous demandons l'aide de tout le monde. On a tendance à dire qu'après la pluie, c'est le beau temps. Mais ici à Gandon, après la pluie, bonjour les dégâts. Et puis assainissement, tous les canaux à ciel ouvert seront curés. Une annonce du directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal. Alioune Badara Diop invite les populations à faire preuve de civisme et éviter de verser des ordures dans les canaux d'évacuation. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Tidiane John et Ababakar Kamara. Il y a deux choses. Si nous prenons les curages, nous avons des marchés à clientèle qui permettent de l'exécuter. Mais vous savez que normalement ces canaux ne doivent pas recevoir des déchets solides. C'est pourquoi nous attendons toujours le mois de juin et le mois de juillet pour procéder au curage. Parce que si on le fait avant aussi, il y a encore des risques que nos prestations ne donnent pas l'impact souhaité du fait quand même qu'il y a les populations peuvent encore reverser des déchets solides. Mais pour le projet que nous lançons aujourd'hui, c'est relatif aux procédures de commande publique qui font que nous devons attendre qu'on nous notifie nos crédits pour qu'on procède au lancement de la procédure de recrutement.
L'approvisionnement en eau à Dakar va bientôt revenir à la normale. C'est une promesse de Diène Faye, secrétaire d'État à l'hydraulique, qui reconnaît des dysfonctionnements entre les mois de mai et juillet avec la demande qui est supérieure à l'offre. Les précisions de Chartidiane John Ababakar Kamara. Trouver le liquide précieux reste encore un véritable casse-tête pour les consommateurs. La pénurie d'eau perdure dans certains quartiers de la capitale sénégalaise. Bientôt, une solution sera vite trouvée pour une bonne distribution. Nous présentons toutes nos excuses à l'ensemble de la population de Dakar et du Sénégal d'ailleurs, parce qu'il arrive des moments où ce qu'on appelle étiage, c'est-à-dire que des moments où la demande est très forte et les débits sont limités. Bon, c'est pour ça ce qu'on a connu depuis au mois de mai et au mois de juin. On a très souvent quelques problèmes de distribution liés d'une part à la capacité de production des ouvrages, parce que les ouvrages fonctionnent à pleine capacité, mais également un problème de distribution. Je pense que le directeur général de la SDE est revenu largement sur cette question. Je dois tout simplement sur le plan politique, les dispositions sont prises pour régler la situation le plus rapidement possible. Il faudra encore attendre 2020 pour trouver une solution définitive à ce mal. 2020, ce n'est pas pour régler ces problèmes. La crise sera réglée très bientôt. Mais pour définitivement régler le problème de l'alimentation en eau de Dakar, nous avons d'importants projets, dont le canal du Cayor et l'usine de dessalement. Mais on ne sera pas impédé jusqu'à 2020. C'est une question de quelques jours. Le secrétaire d'État à l'hydraulique donne des garanties à l'occasion du lancement du projet de drainage des eaux pluviales de 3 quartiers de Dakar, à savoir Colobane, Rebeuss et Yoff. Situation précaire, insécurité sur les postes comptables du Trésor, une léthargie ambiante, entre autres. Le syndicat unique des travailleurs du Trésor résume les maux du secteur dans une déclaration. En conférence de presse ce matin, le SUT a également alerté sur l'état de délabrement de certains logements du Trésor public. Il n'exclut pas d'aller en grève si toutefois les autorités ne réagissent pas. Compte rendu signé Alassane Ba et Modou Diop. Les mots sont multiples. Le syndicat unique des travailleurs du Trésor affiche détermination pour voir le bout du tunnel. Il s'agit notamment d'une léthargie ambiante qui risque de s'installer à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor, de l'insécurité qui sévit au niveau des postes comptables, de l'affectation intempestive d'agents à la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor et de la mise en œuvre du contrat de performance signé avec le ministère de l'économie, des finances et du plan. On a remarqué que de plus en plus, le Trésor reçoit d'agents suivant un nombre et des compétences qui ne répondent pas souvent aux besoins du Trésor. L'insécurité, vous avez vu récemment, en tout cas ces dernières années, beaucoup de postes comptables du Trésor ont été attaqués. On a donné l'exemple de Linger. À côté de tout cela, la vétusté des bâtiments du Trésor, beaucoup menacent ruine. Le besoin se fait sentir dans presque toutes les localités qui abritent un poste du Trésor, notamment dans l'intérieur du pays. Allez visiter et vous verrez que certains bâtiments sont même en état de délabrement très avancé. Je peux vous donner l'exemple de la TPR de Saint-Louis, qui actuellement est tellement en état de ruine en tout cas, qui risque de s'effondrer à tout moment. Donc il y a urgence, n'est-ce pas, à réfectionner ce poste comptable, notamment. Maintenant, il y a d'autres postes comptables qui sont en chantier depuis plusieurs années, Mbour, Podor, Matam. Donc on demande en tout cas que ces chantiers-là soient réceptionnés. Une exigence, la satisfaction de leurs revendications, sinon le bras de fer sera engagé avec les autorités. On est un syndicat. Si les autorités rechignent à ne pas répondre, continuent à ne pas répondre à ces préoccupations-là, le SUT n'exclut pas de déposer un préavis de grève, de faire des sittings, d'utiliser tous les moyens que la loi, en tout cas, lui autorise. À Ziguinchor, le personnel de la santé est descendu dans la rue, venu des 3 départements du sud du Sénégal. Ces acteurs de la santé ont marché pour réclamer le paiement de 6 mois d'arriérés de salaire que l'État a affecté à la coopération nippone, la JICA. Ils ont également réclamé la construction d'un bloc opératoire à Bignona. Nous écoutons l'un d'eux, il s'agit d'Ousmane Faye, le secrétaire général de l'Union régionale Sud-Sas Ziguinchor, des propos recueillis par Boubacar Diassi. Nous avons marché, c'est d'abord une décision de notre union régionale
en guise de solidarité avec nos camarades travailleurs recrutés dans le cadre du programme JICA, qui sont restés depuis le mois de janvier sans salaire. Ça fait 6 mois. Contre les retards de salaire des contractuels du ministère de la Santé, contre les retards de paiement de la motivation nationale dite NEPAD, contre les rétentions totales ou partielles des fonds de dotation par les élus, pour l'ouverture d'un bloc opératoire à Bignona et d'une ambulance supplémentaire pour le district de Bignona. À ce niveau, je pense que les choses se comprennent. Il y a 3 districts, Bunkiling, Tchankessil, Djouloulou, qui évacuent tout sur Ziguinchor et traversent Bignona pour arriver à Ziguinchor. Nous trouvons illogique que depuis bientôt 10 ans, 15 ans que nous en parlons, on n'arrive pas à régler le problème d'un bloc opératoire, d'un personnel qui officie dans ce bloc, et pire encore quand il s'agissait de faire tout simplement un changement de la tension électrique à l'intérieur du centre de santé de Bignona. Les résultats du concours général délivré ce matin. Cette année, le meilleur élève vient du Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis. Son nom, Sani Davis Yann Ombanza. Le lycée Limamoulaye arrive en tête des établissements. Le ministre de l'Éducation nationale a proclamé les résultats devant la presse. C'était ce matin, compte rendu signé Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. Le concours général a délivré ce jeudi ses résultats. Face au journaliste Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale révèle le meilleur élève de cette édition 2017. Meilleur élève des classes de première et en même temps, il est meilleur élève du concours général. Ça veut dire classe de première et de terminale réunies. Sami Davis Yann Obanja, série L2, il a totalisé 12 points. Il est élève au Prytanée militaire Charles Thioréré de Saint-Louis. Encore une fois, le nombre de lauréats et de distinctions sont en hausse. Ils sont 1473 candidats et en terminale, 1252 candidats. Nombre de lauréats, 137, dont 65 filles et 72 garçons. Nombre de distinctions décernées, 148. Le lycée Limamoulaye se détache du lot et arrive en tête avec 21 distinctions et 53,25 points. Pour le cumul enseignement général et technique, premier, lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye avec 21 distinctions qui valent 53,25 points. Le bilan n'est pas totalement satisfaisant puisqu'il n'y a pas de prix en philosophie pour cette année. Néanmoins, il est à noter qu'il n'y a pas eu de distinction en philosophie et en citoyenneté et droits de l'homme pour les classes de terminale. Cela est dû certainement au manque de préparation des candidats et candidates à la date précoce de leur sélection. La cérémonie de remise des prix est prévue au Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio, CICAD, le 20 juillet prochain, avec comme marraine l'écrivain Aminata Sow Fall. Fatou Bintou Conté, siégeront-ils ou pas comme président de jury au baccalauréat? La décision, pour le moment, n'a pas été prise de l'avis du secrétaire général du SAS, Moustapha Sall. Il estime que seule une formation leur a été autorisée en attendant de discuter avec le gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Fatou Bintou Conté et Tierno Laurent Mendy. À l'issue des assemblées générales tenues le jeudi, en appréciant l'évolution des négociations entre le gouvernement et le SAS, surtout à partir d'une commission ad hoc, les assemblées générales avaient décidé de demander aux camarades, donc de demander au bureau national de dire aux camarades d'aller faire la formation pour la présidence du jury de bac. Je précise bien qu'il ne s'agit pas d'aller présider le bac, il s'agit d'aller faire la formation, parce que le bac est toujours précédé d'une mise à niveau ou bien d'une formation pour le logiciel. Et donc le SAS a demandé à ses militants d'aller faire la formation en attendant l'issue des négociations qui auront lieu cette semaine. Et donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il faut que ça soit clair. On n'a pas dit qu'on va aller encore présider le bac, on a dit qu'on a fait la formation en attendant, et donc la balle est dans le camp du gouvernement. Et à partir de demain, vendredi et samedi, on fait 48 heures. Avant, la semaine dernière, on était à 112 heures, et donc c'est pour marquer notre bonne foi par rapport au début des négociations que
le SAES a décalé un peu le mot d'ordre parce que jusqu'à présent, quoi qu'on dise, on est dans des commissions, mais on n'a absolument rien de concret de signé entre les mains et qui nous dit que voilà les accords sur lesquels on était d'accord, voilà comment on va les matérialiser, c'est-à-dire la retraite à 85% avec une retraite complémentaire où on va cotiser dans les 6%, 40% et les 60% reviendront à l'État. Parlons de toute autre chose avec l'OFNAC en partenariat avec la plateforme des acteurs non étatiques et l'ONG Alpha-Def en conclave sur la fraude et la corruption. Au sortir de ce forum, les participants doivent servir de relais pour informer et sensibiliser les populations sur les méfaits de la fraude et la corruption. Là-dessus, nous écoutons les explications d'Adjouma Sagna, vice-président de la plateforme des acteurs non étatiques. Il est interrogé par Salif Sow et Asmalik Diop. Le taux de corruption est très élevé. Ça, quand même, il faut le dire. Parce qu'à tous les niveaux et dans certains secteurs que nous avons eu à identifier, tels que le secteur de la santé, de l'éducation, des collectivités locales et d'autres secteurs encore, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, comme vous le savez, l'État investit beaucoup de moyens dans ces différents secteurs. Mais si toutefois nous ne luttons pas contre la corruption, alors tous ces investissements-là vont tomber à l'eau. Je pense que déjà, c'est par méconnaissance de leurs droits, c'est par méconnaissance aussi alors, de l'impact négatif que la corruption peut poser dans la société, que les uns et les autres, jusqu'à présent, s'acharnent à continuer cette situation déplorable. C'est le pouvoir discrétionnaire qui doit être revu. C'est le pouvoir discrétionnaire qui doit être normé. Parce que aujourd'hui, certaines autorités ne peuvent pas, alors sous le couvert du pouvoir discrétionnaire, alors se permettre tout. Je vous l'annonçais dans les titres prestation de serment ce jeudi de la magistrate Bousso Diaofal et du professeur de droit international public Seydou Nouroutal. Il porte ainsi à 7 le nombre de sages au Conseil constitutionnel. Ils comptent bien mener leur mission qui est de servir à la justice. Mam Biram Dioufo Mohamed Dia. Il siège au sommet de la pyramide judiciaire. La prestation de serment de Bousso Diaofal et du professeur Seydou Nouroutal après leur nomination vient parachever la réforme en ce qui concerne le Conseil constitutionnel dont le nombre de sages passe de 5 à 7. Je viens de renouveler le serment que j'avais fait en 1981 qui est, je pense, un sacerdoce de nous conduire en digne et loyal magistrat, de respecter ce serment, l'obligation de réserve, l'impartialité. Nous veillerons, comme nous l'avons dit dans notre serment, à tout faire évidemment en toute dignité, en toute loyauté, en sachant que c'est aussi un poste où le peuple sénégalais nous regarde. Et nous allons veiller évidemment aussi à faire ce qu'on attend de nous. C'est une grande responsabilité, une grande joie. Leur profil et leur parcours, estime le président du Conseil constitutionnel, Pape Omar Sakho, reflètent une bonne image, l'image de ce que doit être la justice. Ainsi, conscients de leur mission, ils ne comptent déroger à aucune règle. Quand on juge évidemment la conscience, il y a toujours des passions. Il y a des gens qui vont être d'accord avec ce que vous faites, il y aura des gens qui vont critiquer ce que vous êtes en train de faire. Mais dans toute chose, il faut regarder évidemment Dieu. Et savoir aussi qu'on est là pour le peuple sénégalais. On a été nommé par le chef de l'État, on le remercie évidemment de cette nomination, mais on fera tout pour qu'on soit le plus impartial possible. Je viens de terminer une carrière riche. Je viens de terminer en janvier 2017 ma carrière de procureur général à Cour d'appel de Saint-Louis, où j'ai fait 4 ans. C'est une lourde responsabilité qui pèse sur mes épaules, mais je sais que cette responsabilité, je l'ai déjà quand même remplie. La justice sénégalaise renforce ainsi le travail du Conseil constitutionnel enrichi. Et puis suite à la nomination de 2 nouveaux membres du Conseil constitutionnel, le Forum du Justifiable déplore le fait qu'au Sénégal, l'autorité exclusivement compétente pour nommer les membres de droit du Conseil est
et demeure le président de la République. Et en toute logique, le mode de désignation et la composition qui en résultent ne sont pas sans risque de conséquences sur la production décisionnelle du Conseil. À cet effet, le Forum du Justifiable, dans sa mission de veille et d'alerte, rappelle au peuple sénégalais que les réformes tant souhaitées visant à renforcer l'indépendance des juges et la dignité de leurs fonctions ne sont toujours pas atteintes. Le Forum du Justiciable estime que le mode de désignation des membres du Conseil constitutionnel dont l'exclusivité est réservée au président de la République ne garantit pas l'indépendance des juges et la dignité de leurs fonctions. Enfin, il recommande la réforme du Conseil constitutionnel conformément aux conclusions de la Commission nationale de réforme des institutions. Un communiqué donc signé du Forum du Justiciable. L'énergie renouvelable à un prix raisonnable pour toutes les populations. C'est le souhait des chercheurs africains. Ils l'ont fait savoir lors de la première édition de la conférence ouest-africaine sur les énergies renouvelables qui s'est tenue à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Là-dessus, nous écoutons le professeur Amsa Ndiaye, président du comité d'organisation. Elle est interrogée par Ousseynou Diop et Habib Sek. De la sous-région, nous avons du soleil en abondance. Nous avons le soleil en abondance. Nous avons le vent sur les côtes, nous avons la mer, nous avons la biomasse de façon naturelle. Depuis nos grands-parents, ils utilisaient la biomasse de façon, disons, conséquente et naturelle. Donc, de façon assez dispersée, la recherche est en train d'évoluer dans le sens de faire bénéficier à tout un chacun de tout ce qui peut être produit localement en termes de ressources d'énergie renouvelable. En termes de taux d'utilisation, les statistiques ne sont pas très reluisantes. Je ne peux pas avancer un chiffre comme ça, mais je sais que ce n'est pas très reluisant du fait du coût de l'investissement initial. Par exemple, si aujourd'hui vous voulez alimenter votre maison en énergie solaire, par exemple, vous allez investir un grand coût qui n'est pas à la portée de tous les Sénégalais, qui n'est pas à la portée de tous les Africains. C'est dans ce sens que les gens, nous, chercheurs, nous sommes en train de travailler pour pouvoir développer des matériaux locaux à bas coût qui peuvent permettre aux populations d'accéder à la ressource énergie renouvelable. Donc c'est un peu ça l'objectif de toute la recherche qui se fait actuellement au niveau des universités et centres de recherche. Et puis le salon de l'habitat, Jenfar Bassar salue l'initiative et félicite GFM Entertainment, une action qui permet aux populations de connaître le coût des logements sociaux au Sénégal, surtout que le logement social est une priorité du gouvernement du Sénégal. Je vous propose de l'écouter, c'était ce matin au micro de Alassane Ba et Modou Diop. Actuellement, nous avons 27 promoteurs privés. C'est important. Nous avons 2 promoteurs publics, la SICAP et la SNHLM. Ça, c'est du jamais vu. Donc, il y a une effervescence positive dans l'engouement, dans l'effervescence de la construction. Voilà, c'est pourquoi les pôles sont très importants. Parce qu'à l'époque, nous étions concentrés sur Dakar. Et les gouvernements n'aidaient pas, ne protégeaient pas les promoteurs publics. Il n'y avait pas de foncier gratuit. Et maintenant, avec le système qu'on a mis en place, dans mon service, il y a ce qu'on appelle un comité d'agrément. Les promoteurs, ils viennent, s'ils remplissent les critères d'agrément, au nombre de 10, 7 critères techniques et 3 critères financiers, ils les remplissent, ils ont le foncier gratuit. Et la gratuité de ce foncier va se répercuter sur le coût de sortie du logement. Ça, c'est important. Et donc, 15 millions, je pense que quand même, c'est excessivement abordable pour les promo-accédants, les primo-accédants et les gens qui ont des revenus irréguliers. Et donc, je dis que c'est très important. En tout cas, je félicite tout le monde. Je félicite le groupe Futur Média. Je félicite son président, le directeur adjoint. Tout ça, c'est bien. Et donc, pour la promotion de l'habitat social. Youssou Ndour, PDG du groupe Futur Média, a pris part aux activités, occasion saisie par M. Ndour de magnifier ce salon et de féliciter GFM Entertainment et Dieynaba Seydouba. Youssou Ndour précise que ce salon va permettre aux citoyens sénégalais d'avoir toutes les informations pour trouver en toi. Nous l'écoutons. Je suis heureux et je félicite GFM Entertainment. Et autour de cette félicitation, je personnalise parce que Dieynaba Seydouba a été à l'origine de ce projet avec son émission Sama Kër.
Et aujourd'hui, avec le partenariat qu'on a pu créer autour de ces projets que portent des institutions, des privés, des étrangers, je pense que ça démontre que le Sénégal, il y a des initiatives pour l'habitat social. Ça démontre aussi que GFM joue effectivement son rôle et qu'à l'avenir, les populations pourront, avec cette facilitation, avoir beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations sur la construction, qui est une chose fondamentale. Je suis fier et je suis derrière ce projet, j'encourage ce projet et je pense que le dernier mot, c'est j'appelle tous les Sénégalais, avant la fin de cette exposition, de cette rencontre, de ce salon, que les Sénégalais viennent visiter. Déjà, il y a beaucoup de monde et je pense que demain, vous n'allez pas désemplir. Voilà, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Mais tout de suite, vous avez rendez-vous avec Antoine Diouf pour l'invité du 20h. Il reçoit Baba Tandian, imprimeur et ancien président de la